Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de décembre. Dans ce point lecture, j'ai donc 5 livres ainsi que 2 bandes dessinées à vous présenter, donc je vais commencer tout de suite. Je vous parlerai du coup dans ce point lecture tout d'abord des Loups-garous de Tierce-Lieu, donc Lune Rousse par Paul Béorn et Silène Edgar. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Mortal Engines par Philippe Rive aux éditions Gallimard Jeunesse, donc le premier tome. Puis ce sera au tour d'une lecture effectuée en format audio, à savoir Lyon par Saro Brierley. Après, je vous parlerai également de 6e du Crépuscule, le dernier livre de Brandon Sanderson qui est paru en français. Et enfin, je terminerai du côté des livres avec Givana par Nadia Coste aux éditions Naos. Et ensuite, pour ce qui est des graphiques, je vous parlerai du premier tome et d'une manière un peu plus générale de la série Picobog. Donc avec le premier tome ici, La vie et moi. Et je vous parlerai également de ma lecture du second tome de la BD Irina, donc le second tome Les Justes. Donc voilà. Et du coup, je vais attaquer tout de suite avec Lune Rousse, donc de Paul Béorn et Silène Edgar. C'est donc un roman qui qui est sous la licence des Loups-garous de Tierce-Lieu et qui est publié chez Castlemore. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de société du Loup-garou. Pour ma part, c'est un jeu auquel j'ai énormément joué étant plus jeune, notamment parce que je suis beaucoup partie en colonie de vacances et que le Loup-garou était un petit peu un classique de la colonie de vacances. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un jeu de société dans lequel une partie des personnes vont être villageoises et d'autres vont être loups-garous. Et après, il y a également d'autres cartes qui existent et en fait voilà, chaque personne a une carte qui indique donc son rôle dans l'histoire et il y a un conteur qui fait toute l'histoire et donc en fait le but pour les villageois c'est de découvrir qui sont les loups-garous et de les tuer et le but pour les loups-garous c'est de découvrir qui sont les villageois et de les tuer pour gagner, voilà. C'est un jeu de société que voilà, comme je vous ai dit, pour ma part j'aime beaucoup. Et du coup, j'étais assez curieuse de voir ce que donnait ce roman-ci, étant donné qu'en fait, il s'agit d'un roman, mais qui est inspiré de cet univers-là. Pour ma part, j'avais déjà lu des romans de Paul Béorn et de Silène Edgar, mais pas ensemble. Ils ont également écrit ensemble 14-14 il y a plusieurs années de ça, que j'ai dans ma pile à lire depuis plusieurs années aussi, mais que je n'ai toujours pas lu. Mais je les avais lus séparément, Silène Edgar pour sa série Moana et Paul Béorn pour ses romans de fantasy adulte. Et c'est vrai que voilà, ça m'a vraiment rendue curieuse. J'étais au salon de Montreuil avec une amie qui l'a acheté et du coup je l'ai suivi. Voilà, tout bêtement, je l'ai suivi, je l'ai acheté aussi et je l'ai fait dédicacer et du coup on l'a lu en lecture commune ces derniers temps. Je dois dire qu'en fait c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé. Donc en fait on suit 2 personnages principaux. C'est un roman qu'on peut lire sans connaître le jeu des loups-garous, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa si on le connaît déjà parce que du coup on va un petit peu retrouver certaines choses et également réfléchir sur qui sont les personnages, etc., qui est la voyante, qui est la sorcière, enfin bref. Et donc en fait nous on va suivre 2 jeunes filles principalement qui s'appellent Lune et Lapsa qui sont dans le village de Tierce-Lieu. Lapsa, comme la couverture le dit clairement, Lapsa va être une renarde qui est un personnage en fait qui existe dans les extensions et Lune va être une des louves. Et donc voilà, on va suivre toute cette histoire là avec ce qui se passe dans ce village-ci. On nous explique en fait que il y a des loups qui sont choisis en fait tous les 15 ans et que ça bouleverse un petit peu le village à chaque fois et la vie du village. Lapsa Lapsa et Lune en fait sont des jeunes adolescentes et correspondent donc à l'âge des personnes qui à chaque fois sont recrutées, si on peut dire ça. Et on va suivre ensuite toutes leurs histoires, toutes les motivations des loups-garous, qui ils sont vraiment, en sachant que dans le livre, ils ne tuent pas des gens, mais ils ont juste comme ambition de rétablir la justice. Et on va également suivre le rôle de Lapsa dans tout ça. Je dois dire que vraiment, avec Mélina, on a toutes les deux été surprises en bien par cette histoire, dans le sens où surtout on a trouvé que l'histoire était très bien menée et que même si... et qu'en fait les révélations finales étaient super bien amenées et qu'on les avait pas du tout vu venir. Pour autant elles arrivent pas comme un cheveu sous la soupe et elles sont cohérentes avec le reste de l'histoire, mais mais en tout cas c'était vraiment super bien fait et on a passé un très bon moment avec ce livre toutes les deux je pense, et du coup je lui ai mis la note de 16/20.
Ensuite, j'ai terminé une autre lecture commune, cette fois-ci avec Kevin de la chaîne donc Trekkie. Et il s'agit de Mortal Engines, le premier tome par Philippe Reeves, donc Mécanique Fatale chez Gallimard Jeunesse, dans cette nouvelle édition que je trouve juste super belle chez Gallimard, avec une couverture toute douce. Et si vous la commandez sur internet, en fait, il y a la couverture avec le visage de la fille et le bandeau, qui correspond à l'affiche du film, mais pas d'inquiétude, il s'agit d'une surcouverture qu'on peut enlever, et en dessous, le livre est comme ça. Donc pour ma part je l'ai reçu de la part de Gallimard, que je remercie. J'étais assez curieuse de le découvrir parce qu'en fait j'avais pas vu la bande annonce du film parce que j'avais peur de me spoiler, j'avais juste regardé quelques visuels voilà, c'est vrai qu'en fait l'univers particulièrement m'attirait beaucoup, étant donné qu'en fait eh bien, c'est un roman futuriste dans lequel les villes se déplacent. Les villes sont devenues mobiles et se déplacent, et en fait les grosses villes mangent des plus petites villes pour pouvoir continuer à se déplacer et à manger d'autres petites villes, etc. Et donc ça fonctionne comme ça. Dans ce contexte-là, on va suivre plusieurs personnages, 4 en fait, même s'il y en a 2, on va dire, qui sont un petit peu plus principaux, à savoir Tom et Esther. En fait, Tom est un jeune... alors pas architecte, un jeune ingénieur, il me semble, de... Londres, puisque ça se passe à Londres. Donc en fait Londres est dirigée par un homme qui s'appelle Thaddeus, et Tom admire beaucoup Thaddeus, il veut devenir ingénieur, donc voilà, pour aider la ville, etc. Et en fait au moment où il va le rencontrer, il va voir une jeune femme, donc Esther, qui va essayer de tuer Thaddeus. Tom va l'en empêcher, et en fait Esther va dire quelque chose, et sur ce, Thaddeus en fait va gentiment se débarrasser des deux d'un coup, voilà. Et du coup ensuite on va suivre donc toute l'histoire de ces personnages avec, on va dire, Esther qui est un petit peu dans le rôle classique du personnage rebelle qui est complètement opposé à tout ça. Tom qui lui est un peu plus dans le rôle, d'ailleurs qui est plus souvent féminin, les rôles sont souvent plus inversés, du personnage qui lui croit énormément à Londres, etc. et qui ne se rend du coup pas forcément compte des aspects négatifs et qui va les découvrir aux côtés d'Esther. Et on a également d'autres personnages, notamment la fille de Thaddeus qui s'appelle Catherine, et qui est un personnage que pour ma part j'ai beaucoup aimé, et Kevin aussi d'ailleurs. On était tous les deux assez d'accord sur ce personnage là, et en fait on est aussi tous les deux assez d'accord sur l'histoire de manière générale, à savoir qu'en fait moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup le concept avec ces villes qui se déplacent et les ligues anti-mouvement, etc. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Après par contre, et là-dessus on est vraiment d'accord avec Kevin, les personnages de Tom et de Esther ne suscite pas beaucoup l'empathie du lecteur. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est des personnages, ce sont des personnages pour lesquels malheureusement, voilà, on n'a pas spécialement d'attachement, et on essaye de nous montrer une relation entre les deux, mais qui, je sais pas, est assez particulière. Pour ma part, j'avais l'impression qu'en fait, ils étaient juste tout le temps dans un esprit de compétition, sauf sur les 5 dernières pages, sauf sur la fin où d'un coup ça change. Et voilà, c'est vrai que pour ma part, j'ai pas trouvé que c'était des personnages forcément très attachants, et j'ai pas trouvé que leur relation était très bien développée. Voilà, je trouve que en fait l'univers est beaucoup plus un point positif que les personnages dans ce roman, et malheureusement c'est ce qui m'a manqué. J'aurais aimé que les personnages soient un petit peu plus crédibles. Il y a certains passages, certaines choses où je me disais que ouais non, ça passait pas trop. Et Kevin aussi d'ailleurs, c'était pas forcément les mêmes qu'on avait, mais c'est vrai que tous les deux on était quand même d'accord pour dire que parfois sur le plan des relations, ouais, c'était peut-être pas forcément idéal, et c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu. Par contre on aime tous les deux beaucoup, ouais, le personnage de Catherine qui est vraiment très intéressant. L'histoire est plutôt terminée à la fin de ce premier tome. On comprend qu'il peut y avoir de nouvelles aventures qui vont attendre des personnages, mais voilà, ce sont des aventures différentes avec d'autres personnages secondaires, un autre contexte, un autre décor, etc. Donc voilà. Pour ma part, je les lirai peut-être, même si c'est vrai que voilà, j'ai pas beaucoup d'attachement pour les personnages principaux, comme je vous l'ai déjà dit, et c'est pour moi vraiment le gros défaut de ce roman. Après, en dehors de ça, c'est un livre qui est plutôt sympathique. J'ai mis la note de 15 sur 20, et je souhaiterais aller voir l'adaptation, j'espère que j'aurai le temps d'y aller. Donc voilà.
Ensuite, j'ai donc lu une lecture audio, étant donné que c'était donc la lecture du club Audible du mois. Je suis partenaire d'Audible et je fais partie du club de lecteurs Audible. Et en fait, donc tous les mois, il y a un livre qui est choisi. Celui-ci était donc le dernier de l'année 2018. Et bien tout le monde lit le livre et nous nous retrouvons à chaque fois un mercredi soir pour en parler sur la page Facebook d'Audible. Donc les discussions sont toujours sur la page Facebook et surtout la dernière. Du coup cette semaine, enfin mercredi, donc 3 jours avant la date à laquelle vous aurez cette vidéo normalement, nous avons donc parlé de Lyon par Sarou Brierley. Je suis désolée pour cette prononciation que je n'arriverai jamais à faire correctement. En fait, Lyon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre au départ qui est sorti en film l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin assez récemment. Et du coup voilà, il y a une version audible qui vient d'être faite, qui est d'ailleurs extrêmement bien lue. Pour ceux qui ont envie de découvrir l'histoire, je peux vous conseiller de tenter par ce biais-là. En fait, Lyon, c'est l'histoire vraie de Sarou Brierley, qui est un jeune homme qui en fait a grandi en Inde, et quand il était petit, il avait autour de 5-6 ans, il s'est perdu en Inde. Il était avec son frère dans une gare, il s'est perdu, il a embarqué pour un train, il s'est retrouvé à Calcutta, et de là après, il lui est arrivé tout un parcours à la fois complètement invraisemblable et dans lequel il y a à la fois énormément de malheur de s'être perdu comme ça, et en même temps une chance immense par rapport aux personnes qu'il a pu rencontrer et à ce qui lui est arrivé ensuite. Sarou a finalement été adoptée par une famille australienne, et donc en fait l'histoire Sarou Brierley dans le roman va à la fois donc nous raconter toute cette histoire, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'en Australie, et il va également nous raconter son histoire en tant qu'adulte. Quand adulte en Australie, et bien il décide, il sent en fait qu'il a envie de savoir d'où il est parti, qui sont sa famille, s'ils sont encore en vie. Et donc voilà, en fait il va se lancer dans cette recherche. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il y a à la fois ce besoin de savoir d'où l'on vient, mais pour autant Sarou est extrêmement reconnaissant de la famille qui l'a élevé en Australie et qui lui a permis d'avoir cette nouvelle chance dans la vie. Et il dit en fait, il explique que ce sont toutes les deux ses mamans, et que que ces 2 femmes sont toutes les deux ses mamans, et c'est pas, en gros les 2 sont aussi importants pour lui dans la vie, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. D'un côté il y a ceux qui l'ont élevé depuis ces 25 dernières années, et d'un autre côté il y a quand même là d'où il vient, et ce besoin vraiment de savoir exactement ce qui s'est passé, de renouer en fait avec ce qui s'est passé, et d'en faire le deuil également, de l'accepter. Donc voilà, c'était vraiment une très belle histoire. Pour ma part, j'ai mis la note de 17/20. C'est un livre audio qui fait 6h20 d'écoute. Donc voilà, c'est assez court, ça se lit vraiment très bien, c'est hyper prenant, on s'ennuie jamais. C'est une histoire qui est vraiment, qui est complètement incroyable, mais qui est une histoire vraie. Donc voilà, je vous invite à la découvrir si c'est votre genre de lecture, et même si ça l'est pas forcément, pour ma part je dois dire que c'est pas spécialement mon genre de lecture, et pour autant j'ai vraiment passé un très très bon moment avec cette lecture. Je suis très contente que le club Audible du coup m'ait poussée à la découvrir, parce que c'est pas forcément un livre vers lequel je me serais tournée de moi-même, mais pour moi ça a vraiment été une très belle découverte. Ensuite, j'ai donc lu le dernier livre sorti de Brandon Sanderson, à savoir 6e du crépuscule et autres nouvelles, qui est un recueil de 5 nouvelles, donc paru au livre de poche imaginaire, que j'ai reçu de leur part, et je les en remercie comme à chaque fois. Donc en fait dans ce livre on a 5 nouvelles différentes. Les 4 premières peuvent se lire sans connaître forcément les autres œuvres de Brandon Sanderson. Pour la dernière, je sais pas si elle peut se lire toute seule, mais en tout cas c'est clair qu'elle est là plus pour compléter un de ses univers, à savoir celui des archives de Rochard, et elle se passe après le second tome, donc le livre des Radieux. Et apporte des précisions en plus sur certains personnages qui sont sinon assez secondaires, et d'ailleurs j'ai adoré la dernière nouvelle, j'ai trouvé super chouette. Pour ce qui est des 4 autres, je dois dire que la première m'a laissé un petit peu perplexe. En fait il y a une espèce de dimension du numérique etc dedans qui m'a un petit peu paumée. La seconde par contre instantanée est très chouette. La troisième, des ombres pour silence dans les forêts de l'enfer, je l'avais déjà lu dans un autre recueil de nouvelles qui regroupait des nouvelles de différents auteurs et je l'avais beaucoup aimé.
Et Sixième du crépuscule est également très sympa. Donc voilà, globalement c'est vraiment une réussite. Il y a juste donc la première nouvelle pour laquelle j'ai un avis un petit peu plus mitigé. J'ai pas, enfin voilà, je suis pas complètement rentrée dedans. Mais sinon c'était très chouette et voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver, de découvrir de nouveaux textes de Brandon Sanderson et puis de replonger dans l'univers des archives de Rochard que j'aime énormément. Donc voilà, une très chouette lecture pour moi. J'ai mis la note de 16/20. Et du coup, pour terminer du côté des romans, j'ai donc lu Jivana par Nadia Coste, publiée aux éditions Naos. Je tiens tout d'abord énormément à remercier Yannick de Prose Café, si je dis pas de bêtises, j'espère. Puisqu'en fait c'est un livre qui est en livre voyageur par le Plib et le livre appartient à Yannick. D'ailleurs il est dédicacé au nom de Yannick avec une très belle dédicace d'ailleurs. Et voilà, donc en fait Yannick l'a proposé tout simplement en livre voyageur afin de le faire découvrir puisque ça avait été un coup de cœur pour lui. Pour ma part j'avais été vraiment très intriguée par cette couverture qui me parlait beaucoup et du coup quand il a été proposé, la dernière fois qu'il a été proposé, j'ai sauté dessus. Donc c'est un livre qui était dans les présélectionnés du Plib mais qui malheureusement ne fait pas partie des 21 finalistes et vraiment malheureusement parce que je dois dire que pour ma part ça a été une très chouette découverte également. On est sur un roman de fantasy qui est accessible à partir d'un public adolescent si ce sont des adolescents qui sont déjà lecteurs quand même. Voilà, ça nécessite un certain niveau de lecture mais sans être non plus un roman de fantasy complètement inaccessible ou seulement pour les très initiés, pas du tout. Et donc Jivana, ça raconte l'histoire d'une jeune fille d'Eline qui s'appelle Jivana, donc une petite fée qui grandit donc dans un univers de fées, sauf que Jivana a une particularité, à savoir qu'une déesse partage son corps, une déesse qui s'appelle, je me souviens jamais de son nom, Savirona, c'est ça. Et qui en fait donc vit dans son enveloppe corporelle. Donc Jivana et Savirona peuvent se parler mentalement et on a vraiment la distinction entre les deux personnages qui sont bien distincts et qui n'ont pas le même caractère. Et en fait voilà, donc Savirona vit dans Jivana, sauf que on nous fait assez vite, sauf qu'en fait il va y avoir un problème, à savoir que le soleil, l'équivalent du soleil va se retrouver caché, il y a des nuées d'insectes qui arrivent et on comprend qu'en fait Savirona peut aider ça, mais pour ça il faut qu'en fait qu'elle se réincarne et que sa réincarnation marche, puisqu'en fait elle n'a pas vraiment marché quand elle a essayé de se réincarner en Jivana, dans le sens où Jivana est encore présente, alors que si Savirona devait se réincarner, et voilà, il n'y aurait qu'elle qui existerait dans le corps de la personne, je sais pas comment expliquer ça, et il n'y aurait pas donc les deux esprits en conflit en quelque sorte. Donc voilà, du coup, la conclusion c'est que Savirona va devoir se réincarner et avec une autre enveloppe. Donc on a tout le parcours là-dedans. Ce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, c'est qu'en fait Nadia Coste amène par ce livre pas mal de réflexions, notamment quant au fait que Jivana est une jeune fée d'Eline qui refuse de pondre alors qu'elle est à une époque de sa vie où en fait elle pourrait, et elle explique bien que si elle refuse de pondre, c'est pas juste parce que les prétendants lui plaisent pas, mais juste parce qu'en fait elle a pas envie de pondre et que c'est pas quelque chose qu'elle se destine à faire, et ni maintenant ni lors de la prochaine période à laquelle elle pourra le faire dans 5 ans, ni à la suivante dans 10 ans, ni à la suivante dans 15 ans, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Puis Nadia Coste aborde également quelques autres sujets de ce genre que je n'aborderai pas parce que ça vous dévoilerait des éléments de l'intrigue, mais en tout cas je trouve ça vraiment intéressant d'aborder également ce type de questions et ces questionnements sur la différence, et je trouve ça très chouette et c'est toujours très positif pour moi. En dehors de ça, c'est une histoire que j'ai vraiment trouvée très prenante, qui change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Je dois dire que pour ma part, tout ce qui est du domaine du petit peuple, des fées, etc., c'est pas forcément quelque chose que je connais très bien, et encore moins par rapport à ce que je lis d'habitude en fantasy. Ça fait vraiment pas partie des thèmes que j'ai le plus l'habitude de lire, même si pour autant j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir cette histoire. Je lui ai mis la note de 17/20 et du coup encore un grand merci à Yannick d'avoir offert cette possibilité de le découvrir. Et du coup, pour terminer, je vais donc vous parler de 2 lectures graphiques. Donc tout d'abord Picobog, La vie et moi aux éditions d'Argo. Alors en fait, donc, en l'occurrence j'ai ce tome-ci, mais j'en ai lu plusieurs. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 4 ou 5. Et il doit y avoir maintenant 7 ou 8 tomes qui sont sortis sur Picobog, et puis il y a également maintenant des tomes sur Anna qui est sa petite sœur.
Picobog est une série en fait que j'ai découverte quand j'étais adolescente à peu près et qui sortait à ce moment-là, donc j'en ai lu plusieurs à leur sortie. C'est juste au bout d'un moment j'ai arrêté de suivre les parutions en fait. Donc on les lisait en famille et c'est vraiment une BD que j'aime beaucoup. En fait donc on a un frère et une sœur, donc Pico et Anna, qui grandissent dans une famille avec leurs deux parents. Et on a, enfin voilà, c'est un petit peu des petites planches à chaque fois qui sont indépendantes les unes des autres et qui nous racontent voilà, des événements de la vie. Donc en l'occurrence ici le cours de gymnastique, à côté d'autres choses. Ça va parler de la relation entre frères et sœurs, de l'école, enfin de beaucoup de choses. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait ce sont des enfants, enfin Pico et Anna, pardon, sont des enfants qui ont toujours une répartie mais géniale et qui sortent des choses qui sont complètement improbables dans la bouche d'un enfant, on est bien d'accord, mais voilà, je trouve que ça marche super bien, c'est super mignon, c'est super drôle, c'est super intéressant, donc voilà, j'aime beaucoup. Les parents sont souvent un peu dépassés par leurs deux enfants, mais c'est vraiment très chouette. En l'occurrence là en haut, donc Anna parle du fait que enfin des poils et de pourquoi les dames elles doivent enlever les poils alors que les messieurs doivent pas les enlever. Enfin voilà, ça parle de pas mal de choses, c'est vraiment super mignon. Et du coup donc comme je vous disais, c'est une série que je lisais depuis très longtemps et en fait quand j'étais au salon de Montreuil, pour avoir accès à la dédicace de Gigi, il fallait acheter un livre sur le stand, mais j'avais déjà la boîte à musique. Du coup, je me suis procuré Picobog et en fait le dessinateur était en dédicace, donc je l'ai aussi fait dédicacer et voilà, et c'était très chouette et je suis très contente. Du coup, je l'ai relu dans la file d'attente, mais effectivement, j'ai déjà lu ce tome-ci ainsi que plusieurs des suivants. Mais voilà, c'est une série dont je vous avais jamais parlé sur la chaîne YouTube et c'est maintenant chose faite. Et pour le second que j'ai à vous présenter, il s'agit de Irena. Donc le second tome, Les Justes par Morvan Evrard Trefuel et Walter. Je vous avais parlé du premier tome il n'y a pas très longtemps dans un de mes derniers updates lecture. Je pense que ça doit être le dernier du mois de novembre. Et du coup donc j'ai emprunté le tome 2 à ma médiathèque et j'ai déjà réservé le tome 3 également, qui est le dernier. Et en fait donc c'est l'histoire vraie d'Irena, mais qui a été un petit peu retravaillée, etc. Et Irena était une jeune polonaise qui a aidé des enfants juifs à s'enfuir du ghetto. On parle de plusieurs centaines d'enfants. Et donc voilà, du coup ça raconte toute cette histoire là, tout le combat d'Irena, toutes les personnes autour que ça a impliqué et tout ce que les gens en fait étaient prêts à faire par solidarité et c'était très chouette. Donc voilà, c'est une série qui est assez sombre, on a à la fois des images du ghetto qui sont hyper sombres et on a également des images de l'extérieur qui elles sont beaucoup plus lumineuses, en couleurs, etc. Mais voilà, c'est vraiment une série une série de BD que je trouve très intéressante. J'ai hâte de lire le troisième tome. C'est pas forcément la série la plus joyeuse du monde, hein, mais d'un autre côté, ça nous montre aussi la bonté de certaines personnes malgré tous les dangers qu'elles encourent. Donc voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!